Au niveau des relais aussi, on a les mêmes concepts. Hein. On peut avoir 1 point, 2 points, 3 points, plusieurs points. Et il y a aussi le choix de la longueur de la sangle que l'on va mettre au point et l'écartement en fait, des points en fonction du matériel. Alors là aussi, au niveau du relais, c'est clair qu'on va avoir 1 point, 2 points d'ancrage. Si on met une corde suffisamment longue entre ces 2 points d'ancrage, avec la force P sur laquelle on va tirer, et ben on va avoir de chaque côté un équilibre en fonction de l'angle. Par contre, évidemment, donc, si on utilise une corde très très courte entre ces 2 points, et ben pour compenser la composante verticale de ce P là, on va devoir avoir des forces gigantesques de chaque côté. Donc là encore, l'équilibre des forces montre qu'il vaut mieux s'accrocher à 2 points d'ancrage avec une grande corde plutôt qu'une longe extrêmement courte qui vont faire en sorte qu'on va augmenter évidemment la force. C'est le même principe que l'on a par exemple dans les slacklines où l'on va avoir une flèche extrêmement faible. Pour avoir une flèche extrêmement faible par rapport à la force qu'on va mettre dessus, et on va avoir des efforts énormes dans ces slacklines. Donc ces structures de glace sont toujours assez superbes, éphémères, qui sont dans des grands coins. Ici je vous montre une cascade vers Adelboden qui, donc dans sa partie supérieure, présentait ce qu'on appelle un freestanding. On est arrivé donc toujours avec l'ingénieur de Genève, on a pris en photo ce magnifique freestanding et on a vu qu'il y avait une fissure en fait au niveau inférieur. Et là, on a pris la photo, on était content et je dois dire qu'on n'a pas pris en fait l'assurance d'escalader ce freestanding. Alors pourquoi ? Donc lorsqu'un glaçon se forme, il va se former depuis le haut et ensuite il va coller le bas et on va se retrouver avec, au niveau statique, une poutre bi-encastrée tenue en haut et en bas. Et sous les effets de la variation de la température, on peut avoir en fait 2 types de ruptures, c'est-à-dire que lorsqu'il fait chaud, il fait froid, cette glace va plus ou moins se tendre ou se comprimer, ou se rétrécir, et on va avoir au bout d'un moment une certaine rupture. 2 types de ruptures sont possibles. La première rupture est la rupture dans la partie inférieure, et la deuxième rupture est une rupture dans la partie supérieure. Souvent, la partie supérieure, des fois, fait plus peur que la partie inférieure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est après le comportement et le cheminement des efforts. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on va être là-dessus et que l'on va appliquer un certain poids sur la structure, notamment il y a le poids propre de la glace, mais aussi le poids de l'alpiniste, et ben on va créer ici un diagramme d'effort normal de traction dans toute la structure. Tandis que si l'on se trouve dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde le diagramme d'effort normal de traction, en fait, on va avoir de la compression dans toute la structure. Et là, encore, il faut regarder un peu le comportement des structures et du matériau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la glace, c'est comme le béton, c'est-à-dire que le diagramme sigma epsilon que l'on va avoir montre que l'on va avoir une bonne résistance à la compression de la glace, comme du béton, mais une très mauvaise résistance à la traction de la glace. Ce qui fait que, dans un cas comme ceci, avec une fissure en bas, on peut provoquer très facilement la rupture, évidemment, de la stalactite qui pend, tandis que dans le cas là, comme on va comprimer encore plus la structure, on ne va pas provoquer de rupture. Donc, on voit qu'en fonction, en fait, de la positionnement de cette fissure, l'un va être extrêmement dangereux, voire fatal, tandis que l'autre, il va être plutôt sécuritaire. Donc là encore, comportement un peu, cheminement des efforts est important, même dans la nature. Maintenant, regardons un peu le domaine de l'aéronautique. J'ai discuté aussi des fois avec des aéronauticiens. C'est plutôt des billes, je dirais, en statique. L'ingénieur civil a nettement de meilleurs outils
pour calculer par exemple un avion. Un avion est rien de plus simple, hein, c'est simplement une poutre console avec la force de portance qui va être reprise par le longeron. Donc honnêtement, même ça ne nous intéresse pas trop au niveau du calcul. Les structures plus intéressantes, par exemple, sont les parapentes, les structures souples. Donc ces parapentes qui nous permettent de parcourir le ciel. Là, on voit une distance possible, c'est-à-dire que sous chaque nuage, il faut se rendre compte qu'il y a un ascenseur. Et on peut, par exemple, ici, c'est affiche au fond du Valais, décoller depuis cette montagne, prendre le thermique et ensuite passer au-dessus des glaciers et partir se promener. Là, j'ai un autre exemple aussi superbe où en fait le parapentiste est arrivé par en bas au Weissmith vers Saas-Fee, vers 3000 mètres, et ensuite a pu remonter dans les thermiques jusqu'à plus de 4000 mètres pour ensuite se promener. Donc voilà, la même photo de ce sommet-là avec un parapente qui se trouve ici. Donc c'est assez superbe pour se promener au milieu du ciel. Et au niveau donc de la statique, on se retrouve comme en aéronautique avec le concept de portance, de traînée et notamment de poids du pilote à reprendre. Il n'y a rien de plus à reprendre que ces trois forces. Et on voit que l'angle de planée en fait de l'engin volant, c'est-à-dire que pour 1000 mètres descendu, il va avancer environ de 10 km, plus cet angle de planée est faible, mieux c'est, va venir évidemment de cette composante. Donc cet angle-là est intéressant et vient de la composante de ce qu'on appelle la traînée, c'est-à-dire les frottements de l'air. Donc on voit qu'il suffit de diminuer en fait cette force de traînée pour augmenter cet angle de planée et pouvoir voler le plus loin possible. C'est donc pour ça qu'on essaye de profiler au mieux le pilote, notamment par un cocon aérodynamique à cet endroit-là, ce qui permet de mieux planer. Au niveau aussi de la forme des parapentes, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a des parapentes petits, certains qui sont extrêmement courbés, comme l'on a ici, d'autres qui sont beaucoup plus plats. Et il faut regarder un peu pourquoi et comment est-ce qu'on peut choisir en fait la forme de ce parapente. Et il faut regarder en fait la distribution des efforts de portance qui va avoir lieu tout le long de la calotte du parapente. Cette force évidemment va être perpendiculaire à la surface du parapente. Et comme c'est exprimé ici, donc on voit que si on a une courbure par rapport à la longueur des suspentes qui est assez élevée, donc par rapport à ce qu'on appelle le centre de courbure, on va avoir une force, une composante qui sera sur l'extérieur. Cette composante sur l'extérieur va se produire de chaque côté et va donc tendre le tissu. Si par hasard je là en fait des longueurs de suspentes qui sont beaucoup plus courtes, je me retrouve avec une composante inversée, c'est-à-dire qui va aller cette fois-ci vers l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là, il est impossible de tenir le tissu, étant donné que c'est un tissu, il va très bien résister en traction et pas en compression. Et donc, on va avoir tout simplement un écrasement de la structure. Donc, comme vous voyez, le calcul en fait de la forme d'une structure volante, ça revient à projeter des forces tout simplement. Il n'y a rien de plus simple qu'une application bête de la statique, traction, compression en fait des composantes dans le tissu. Au niveau des structures glaciaires aussi, on a aussi pas mal d'applications, notamment pour la statique. Et ces glaciers sont des espèces de grosses langues qui vont couler évidemment vers la vallée, et on va avoir des parties qu'on appelle convexes et des parties concaves. Il faut imaginer en fait cette glace comme étant une simple poutre, et comme toute poutre, on va avoir une courbure ici qui va être donc négative. Cette courbure négative va tendre évidemment les fibres supérieures. On va donc avoir formation de crevasses au niveau supérieur, tandis que les parties en fait concaves qui sont ici vont montrer des tractions au niveau inférieur, mais des compressions au niveau supérieur. Et ça, c'est quelque chose de très important lorsqu'on se promène en fait sur un glacier, c'est qu'il faut toujours parcourir les zones de compression du glacier, les zones concaves, et faire très attention aux zones convexes. C'est là qu'en fait on risque évidemment la chute dans une crevasse. C'est une mésaventure qui est arrivée toujours au même ingénieur en fait de Genève, qui lui a eu de la chance. Il s'est arrêté malheureusement sur une partie convexe.
La neige s'est effondrée sous ses pieds et il s'est retrouvé au fond de la crevasse, 15 mètres au-dessus. Une chance incroyable, il était seul, il avait le réseau téléphone limite là où il était, ce qui a pu déclencher les secours. Donc là, son erreur de s'arrêter sur une partie en fait convexe, je pense qu'il ne la refera plus de ce côté-là. Donc, en gros, pour tout ce qui est calcul d'objets, par exemple un vélo, et ben ici on va avoir le poids qui va arriver ici. Il va falloir donc répartir ce poids dans ce treillis pour essayer d'avoir évidemment les différents efforts. Au niveau des roues, et ben pareil. Et c'est ce qui a donc inspiré en fait, je dirais, pour revenir à la première image que j'ai mis, la solution intéressante d'excavation que l'on avait sur le chantier Rolex, c'est-à-dire qu'on voulait avoir une place la plus grande possible à l'intérieur pour pouvoir venir creuser avec la grue à cet endroit-là. Et ben, le concept a été d'utiliser le principe d'une route vélo à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir les rayons à l'intérieur, ben, les rayons ont été mis à l'extérieur pour pouvoir tenir un peu cette structure. Donc ça nous a donné évidemment cette magnifique place pour pouvoir excaver, pour pouvoir installer carrément une rampe où des camions ont pu descendre et pouvoir travailler à l'intérieur proprement. Donc cette notion de force concentrique se retrouve aussi par exemple au sommet de voûte. Donc voilà, je voulais vous sensibiliser en fait sur toutes ces applications de la statique et notamment que vous compreniez bien comment fonctionne ce cheminement des efforts qui est important, donc depuis la charge que l'on met jusqu'à la fondation. Essayez de bien le comprendre, si on a de la traction, de la compression, de la flexion qui va tendre la fibre inférieure, tendre la fibre supérieure, c'est quelque chose qu'on vous demande, vous, ingénieur en génie civil, notamment ingénieur en structure. Comme je vous l'ai déjà dit, le calcul en fait précis à la main n'a pas vraiment d'avenir, enfin n'a pas d'application. Vous calculerez toujours avec un programme aux éléments finis, mais il est toujours très facile de se tromper dans l'introduction des efforts et regarder ce que sort l'ordinateur par rapport au feeling de l'ingénieur est très important. Notamment aussi plus tard pour la conception des structures et la compréhension des structures existantes que nous avons à gérer dans le parc, le patrimoine du construit. Ce cours va conclure en fait la méthode des forces, méthode des déplacements. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours vendredi prochain qui concernera en fait les lignes d'influence. Vous verrez, c'est un petit cours qui en fait permet de comprendre un peu le fonctionnement, le calcul de ces lignes d'influence, notamment dans les systèmes hyperstatiques.